خوتي واتاتي اهلا وسهلا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم مازال الفلاون السلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 16 avril 2024 et force est de constater que l'affaire dont nous avons parlé dont nous parlons depuis le 14 avril dernier, l'affaire du journaliste Farid Halilet et son expulsion inédite du territoire national alors qu'il est algérien, qu'il est détenteur que de la nationalité algérienne, il l'a dit dans son récit, et l'audition à laquelle il a été soumise, et la manière avec laquelle il a été interrogé sur son travail, sur ses relations, ses fréquentations, sur ses écrits, sur ce qu'il pense ou les rapports qu'il entretient avec les opposants étrangers. Cette affaire, elle est extrêmement grave et elle a suscité l'indignation générale. Au point où, maintenant, elle est devenue une affaire internationale. C'est la première fois qu'un pays expulse un ressortissant, un de ses habitants. Il lui interdit de rester sur son territoire alors qu'il est né dans ce pays-là, alors qu'il est originaire de ce pays-là, juste parce qu'il est journaliste et parce qu'il est soupçonné d'avoir été suspecté de vouloir avoir d'écrire des articles qui pourraient torpiller le deuxième mandat présidentiel du président sortant. L'affaire Farid Halilet. Alors déjà, il y a un rassemblement qui est prévu devant l'ambassade d'Algérie le samedi 27 avril à 15h. C'est le mouvement... c'est le MSAF qui vient de nous envoyer un communiqué à l'instant, le mouvement citoyen des Algériens de France, dirigé par Omar Aït Mokhtar, qui est lui-même candidat aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Il a appelé à organiser un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie à Paris le 27 avril prochain pour demander des explications à propos de cette affaire, pour dénoncer cette affaire et pour demander la fin des interdictions de sortie du territoire national, les arrestations politiques et les emprisonnements dont font l'objet les opposants et les journalistes indépendants, et pour demander un changement, une remise en cause générale de la politique répressive actuelle du pouvoir algérien. Donc première initiative, un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie le 27 avril prochain. Il y a l'ONG aussi, Riposte Internationale, une ONG gérée et dirigée par des Algériens de la diaspora algérienne, des membres de la diaspora algérienne ici à Paris, qui ont fait un communiqué, qui ont dénoncé avec la plus grande vigueur l'expulsion du journaliste Farid Halilet. Dans ce communiqué, Riposte Internationale parle d'une mesure draconienne qui contraste avec les normes internationales et met en lumière une dérive autoritaire préoccupante. Le cas de Farid Halilet témoigne de la fragilité des libertés individuelles en Algérie et de la nécessité urgente de protéger les droits des journalistes. Riposte Internationale condamne l'acharnement dont sont victimes les journalistes et exprime ici maintenant son entière solidarité. C'est très préoccupant, franchement, je suis d'accord avec Riposte Internationale. Plusieurs quotidiens des médias français en ont parlé. Vous avez Le quotidien Le Monde qui en a parlé, qui a rapporté cette affaire tout simplement inédite. La rédaction de Jeune Afrique, elle a condamné l'expulsion de son journaliste. Il y a des personnalités politiques qui ont déjà parlé. Comment il s'appelle déjà, l'ancien ministre, il a fait en Algérie, les réactions sont quand même assez timorées, mais le غالب الناس راهي خايفه في الجزائر، الناس راهي خايفه ماهيش تهدر وخايفه تهدر etc. Mais bon, mais ça reste une affaire extrêmement grave. Vraiment, et la journaliste Melika Abdelaziz sur Facebook qui a parlé de la phobie anti-presse. On savait, les attaques se font de plus virulentes quand pointe à l'horizon ce truc qui dit élection, mais là ça innove de manière inquiétante. Je pense qu'elle a raison. Avant, on avait l'habitude de voir des journalistes arrêtés, interpellés, jugés, menacés, mais là expulsés de son propre pays. Ouais, l'ancien ministre de la communication Abdelaziz Al-Habi, qui était aussi un diplomate, qui a écrit sur Twitter: cette mesure relève d'un autre âge et donne de l'Algérie une image qui ne sert ni le peuple ni les gouvernants. Je suis tout à fait d'accord avec Abdelaziz Al-Habi. Mis à part ces deux réactions, on n'a pas eu beaucoup de réactions en Algérie, malheureusement. Les gens ont peur, ont terriblement peur. Mais c'est une affaire, ce qui quand même faut relever, c'est le silence du gouvernement algérien. Quel est le gouvernement algérien? Un silence total. Mais il n'a même pas fourni une explication. Pourquoi nous avons fait cela? Pourquoi nous avons opéré cette expulsion? Pourquoi on l'a empêché d'entrer dans son propre pays? C'est extrêmement préoccupant, d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai vu que Farid Halilet a donné des nouveaux éléments.
sur sa page Facebook, où il a expliqué que finalement sa décision d'expulsion n'avait rien à voir avec ses écrits. Il en est persuadé. Il a même donné un élément factuel, je vais vous le citer. Quelle était cette affaire, franchement, je suis inquiet. Voilà, c'était hier soir, il a dit juste une précision. Mon expulsion n'a rien à voir avec ma récente enquête sur l'assassinat de Berin Qalb Qassem en octobre 1970. Les 3 officiers qui m'ont auditionné à la police judiciaire, parce qu'on a raconté dans une précédente émission qu'il avait été auditionné longuement. Il a publié tout un récit sur sa page Facebook où il explique comment il a été interpellé par la police aux frontières, ensuite remis à la police judiciaire, ensuite emmené dans un commissariat de la police judiciaire, dans une section de la police judiciaire dans l'aéroport international d'Alger, où il a été gardé jusqu'au petit matin, parce que lui il est venu le 12 avril, le vendredi 12 avril. Il était resté il était arrivé le vendredi 13 avril, pardonnez-moi, 12 avril, oui, où il était resté c'était le vol à 18h30. Il a été maintenu en arrestation, pratiquement c'est un régime de garde à vue qui ne dit pas son nom, et auditionné jusqu'à très tôt le matin, jusqu'au lendemain matin, où il a été relâché, raccompagné de force vers un avion, vers un vol d'Air France pour être expulsé du pays. C'est quand même incroyable. Alors lui, il dit, mon expulsion n'a rien à voir avec ma récente enquête sur l'assassinat de Berin Qassem en octobre 1970. Les 3 officiers qui m'ont auditionné n'étaient même pas au courant de mon enquête. Ils ignoraient même que j'ai écrit 3 livres. Une dernière précision, la décision de m'expulser a été prise vendredi dès 22h, soit 3h30 minutes après la confiscation de mon passeport. Et avant même que mon audition ne commence à la PJ de l'aéroport. Ce que nous dit Farid Dalilet, certainement de toute façon il confirme quelque part les informations d'Algérie Part. Sa décision de l'expulser a été prise la nuit, pratiquement dès son arrivée. Il était classé comme persona non grata. Et selon nos informations, la présidence de la République, qui est à l'origine de cette décision, pensait que Farid Dalilet était binational. Les services de la présidence ont pensé que Farid Dalilet détenait la 2e nationalité, qu'il avait la nationalité française, qu'il n'était pas uniquement algérien. Et c'est pour cette raison où ils savaient qu'il allait venir en mission pour Jeune Afrique. Ils étaient au courant, certainement les services secrets algériens étaient au courant de la mission de Farid Dalilet, qui devait faire des reportages pour parler des élections présidentielles anticipées, de l'ambiance qui règne en Algérie, de l'éventualité du 2e mandat, et qu'il allait séjourner dans le pays 2 ou 3 semaines, comme il a l'habitude de le faire, comme il le dit même. Il était en Algérie en décembre 2023. Et personne ne lui a interdit, ne l'a interpellé, ne l'a arrêté, ou là ne lui avait interdit de quitter le pays, ou ne l'avait interdit d'entrer dans le pays. Donc quand il avait un ordre de mission, qu'il était en mission pour la rédaction de Jeune Afrique, et qu'il devait réaliser un certain nombre de reportages et d'articles. Donc la décision a été prise au début. Moi je dirais même que Farid Dalilet, sa décision de l'expulser, de lui interdire l'entrée au territoire national, a été prise au moment où il était dans l'avion. Parce qu'ils savaient, les autorités algériennes, qu'il allait venir, ils avaient déjà l'information qu'il avait pris le vol, qu'il devait atterrir à Alger à 18h30, etc. Tout était calé. Les autorités algériennes étaient au courant de tout. Sauf qu'au niveau de la présidence de la République, on pensait au palais présidentiel d'El Mouradia qu'il détenait la nationalité française. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé uniquement de l'expulser. Et pas de l'arrêter, ou là de le présenter devant un juge, ou là de l'inculper. Parce que s'ils avaient l'information, ce n'était pas un binational, il était uniquement titulaire du passeport algérien, je suis sûr qu'il lui aurait causé beaucoup plus d'ennuis. Il aurait certainement pu être placé en garde à vue, présenté devant un juge, il aurait risqué la prison. Parce qu'à la présidence de la République, on estime que Farid Dalilet travaille pour un média pro-marocain. La raison de son expulsion, ce ne sont pas ses écrits, ce sont d'abord le média pour lequel il travaille. Il faut que l'opinion publique sache. Il y a eu une instruction qui a été donnée claire, il y a eu d'ailleurs une série d'instructions qui vont être adoptées. Les médias qui sont complaisants à l'égard du Maroc, qui ne sont pas critiques, qui ne sont pas sévèrement critiques, et qui ne publient pas d'articles, qui publient des articles qualifiés par le régime algérien de positifs à l'égard du Maroc, mais qui publient des articles négatifs à l'égard du Maroc, seront blacklistés en Algérie. Leurs journalistes ne sont pas les bienvenus pour couvrir les prochaines élections présidentielles.
C'est une instruction, c'est une décision qui a été prise pour le moment, une instruction verbale, mais elle va être adoptée par rapport à un dispositif. Jeune Afrique sera bientôt interdit dans les kiosques algériens et d'autres titres qui adoptent la même ligne éditoriale, à savoir qualifiés par le régime algérien de compréhensive ou d'amical à l'égard du Maroc, mais d'hostile à l'égard de l'Algérie, ils ne seront pas autorisés d'être diffusés en Algérie. Je te fais un moumleh. Il y aura un certain nombre de médias français qui seront classés dans cette catégorie-là, et d'autres médias étrangers. Donc, dès le départ, il n'était pas le bienvenu. Rouba, bon, il a été pris dès vendredi 22h, les policiers n'étaient pas au courant, la preuve. C'est vrai qu'ils n'étaient pas au courant. Les policiers n'étaient même pas préparés à la police judiciaire, ils n'étaient même pas préparés pour l'auditionner. Ils ne savaient même pas que Farid Alilet était écrivain, qu'il avait fait 3 livres, qu'il avait fait des enquêtes pour Mekraouch, nos policiers Mekraouch. Surtout de la génération actuelle. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à la presse occidentale, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la presse francophone, mais ils craouchent. Donc, quand ils ont oui, il est un journaliste, chef de Facebook, il écrit, il critique, il n'est pas virulent contre le régime Tebboune Farid Alilet. C'est pas le journaliste le plus, c'est pas Algérie Par, c'est pas Mabdou Semmar, c'est pas Hicham Abboud, c'est pas MLDZ, c'est pas quelqu'un qui critique. Il critique pas énormément le régime algérien, pour être sincère. Il fait des articles factuels. Quelquefois, sur son mur, sur sa page Facebook, il critique. Il taille un peu, il remet en cause certaines pratiques politiques. Il dénonce, quelquefois, il a dénoncé des fausses informations données, ou il a prononcé, ou il a affirmé dans les discours de Abdelmajid Tebboune. Quelquefois, il égratigne un peu les dérives et les dérives du régime Tebboune, mais pas plus. Ça reste un journaliste parmi les journalistes les plus gentils à l'égard du régime Tebboune. Donc, une fois, il n'est pas virulent. Virulent dans le sens où c'est pas quelqu'un qui écrit des pamphlets contre le régime Tebboune. Alors que le régime Tebboune, on le voit bien, les détenus politiques, les violations des droits de l'homme, comment dirais-je, le très mauvais bilan socio-économique, la pauvreté qui progresse, le chômage qui explose, la misère sociale qui explose. C'est quand on est un journaliste professionnel, on peut difficilement épargner le régime actuel. Parce que la situation, l'isolement géopolitique, les problèmes politiques avec de nombreux voisins, de nombreux partenaires étrangers, c'est très difficile de ne pas critiquer le régime algérien actuellement, quand on est un journaliste professionnel. Quand on travaille sur des thématiques dans la démocratie, les droits de l'homme, la diplomatie, le développement économique, le développement social, ou les libertés publiques et individuelles, c'est très difficile vraiment d'épargner le régime algérien. Il a fait un travail, je dirais, c'est un journaliste neutre. Il a plusieurs articles intéressants, comme l'enquête qu'il a publiée sur Karim Belkacem, mais il ne fait pas des enquêtes à charge. Ce n'est pas un dénonciateur, ce n'est pas un journaliste engagé. Vraiment, il essaie d'abord, il vit en France depuis 2004, il aborde des événements avec beaucoup de recul. On l'a empêché de venir en Algérie d'écrire parce que d'abord, c'est Jeune Afrique. C'est Jeune Afrique qui est visé par le pouvoir algérien à travers Farid Alilet. Parce que si le pouvoir algérien voulait vraiment viser Farid Alilet, il l'aurait mis en prison, il l'aurait arrêté, ils auraient fait une enquête, dès qu'ils auraient, parce que il leur a dit durant l'audition, je suis pas binational, je n'ai pas une deuxième nationalité. Ils lui ont demandé à la police judiciaire. Si vous voulez, la présidence voulait vraiment se débarrasser ou la neutraliser Farid Alilet, l'ordre allait dire au tribunal d'Al-Beida ou une affaire. Au pire, ils diront lui le passeport. Ils vont le malmener. Mais il n'a pas été malmené plus que cela. Bon, il a été malmené, oui. On lui a interdit de rentrer dans son pays, ce qui est quand même grave. Parce que au niveau du palais présidentiel Mouradia, on pensait qu'il était binational. Et comme Tebboune veut aller en France à tout prix, il veut avoir un grand accueil à Paris, parce qu'il sait très bien qu'à mis à part la France, aucune grande capitale occidentale ne veut l'accueillir, ou là ne veut lui dérouler le tapis rouge. Donc il a voulu éviter une crise avec la France, pour reporter sans frontières, ou là pour que la diplomatie française, le Quai d'Orsay, pour que les médias français ne le tombent pas dessus. Ne le tombent pas dessus. Mais pour qu'il ne soit pas très virulent contre lui, il voulait éviter une crise avec Paris, alors qu'il a besoin en ce moment du soutien de la France pour les élections présidentielles de septembre 2024. Il a besoin cruellement, Tebboune a cruellement besoin de cette grande visite d'État dont il rêve à Paris, parce qu'elle va définitivement remédier à son déficit de légitimité et va redorer son blason, on va lui offrir ce prestige diplomatique qu'il n'a jamais pu avoir depuis le début de son mandat. Il est parti en Russie, mais il n'a rien. On a bien vu que la Russie tourne le dos à l'Algérie,
elle a choisi le camp des Émirats d'Arabie Saoudite, elle ne soutient pas activement l'Algérie. Et la Chine, il a été accueilli en Chine, mais les Chinois ne lui ont rien donné, aucun chèque, aucun investissement majeur chinois, aucune caution, aucun engagement chinois solide. Les États-Unis d'Amérique, ça se passe très mal. Il est parti à New York en septembre 2023, mais il n'a pas rencontré aucun responsable américain, aucun responsable américain de l'administration Biden. Mis à part, donc, il lui reste que la France d'Emmanuel Macron. Et c'est pour cette raison que le régime Tebboune ne voulait pas s'en prendre violemment à Farid El-Iled, pensant naïvement qu'il était binational. Et je vous le régime algérien, mais il n'arrive même pas à avoir la bonne information. Les services secrets algériens, encore, il y a un conflit au niveau de la prise de décision et au niveau de la vision que les services secrets n'ont pas la même vision que de la gouvernance du pays que le clan Tebboune. Les services secrets ne sont pas favorables à ce genre de pratique. Pour eux, au contraire, et ce serait bien que Farid El-Iled vienne en Algérie, de rentrer en contact, ils essayent de l'amadouer, ils essayent de le contrôler, de lui parler. Ils savent très bien que c'est une très mauvaise stratégie d'enfermer les journalistes, de les réprimer, de les persécuter, de les soumettre, de les menacer. Et c'est une très mauvaise image pour le pays. Voilà, parce que le scandale, il est là. Les médias internationaux, ils en parlent, les personnalités politiques, ils en parlent. Le régime algérien a encore une fois discrédité le pays à travers une affaire rocambolesque. Parce que tu ne peux pas interdire à quelqu'un de rentrer dans son propre pays et tu as provoqué, et tu as démontré que tu as peur de la presse internationale. Si le régime Tebboune était fort et le bilan était positif comme le prétendent ses partisans, et qu'il est assuré pour son deuxième mandat, et qu'il a le soutien du peuple, et qu'il a une légitimité populaire. Pourquoi ils ont peur de Jeune Afrique, ou là, du monde, ou là, de la presse internationale? Pourquoi ils ont peur de la presse? Laissez les journalistes parler. Pourquoi vous condamnez à mort Abdel Semmar? Vous expulsez Farid El-Iled, vous mettez en prison, comment il s'appelle, Qadi Ihsan, Mustafa Benjma. Si le bilan est si positif que cela, et si le pays il est dans une situation aussi agréable, aussi confortable, et si tous les indicateurs sont au vert, comme nous le disent les partisans du régime Tebboune, il faut pas toucher aux journalistes, il faut pas les emprisonner, il faut pas les chasser, il faut pas les censurer, ça n'a aucun sens. Ils ne veulent pas de la moindre critique. Ils veulent faire une élection présidentielle sous contrôle, avec le moins de bruit possible, pour faire passer leur projet. Pour le moment, c'est le deuxième mandat. Peut-être que le deuxième mandat va tomber à l'eau si certaines conditions ne sont pas réunies, mais on en reparlera plus tard. Pour le moment, c'est encore tôt. Mais pour le moment, c'est le deuxième mandat qui doit être imposé. Il n'y a pas une autre feuille de route. Sauf s'il y a un désaccord au niveau des décideurs du régime sur certains aspects de la gérance dont devra faire preuve Abdelmadjid Tebboune pour son deuxième mandat et sur son entourage. Pour le moment, il y a des divergences concernant l'entourage de Tebboune qui doit l'accompagner pour son deuxième mandat. Mais l'idée du deuxième mandat, elle fait l'unanimité au sein du régime. On en a plus tard, dans d'autres émissions. Au moins, ils veulent faire une élection sans beaucoup de médiatisation, qui doit passer inaperçue, en plein mois d'août, sous une chaleur étouffante, une campagne électorale terne, pas de critiques, pas de polémiques, pas de débats contradictoires, une élection protocolaire, comme une lettre à la poste, juste une démarche bureaucratique, ou sous silence, dans le silence le plus absolu, sans aucun tapage. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas ni de Jeune Afrique, ni du Monde, ni de la presse. Vous allez voir que le nombre des journalistes étrangers qui seront autorisés à venir en Algérie sera extrêmement faible. Et ça sera filtré. Les médias les plus critiques, les plus libres, qui refusent, ou là, qui véhiculent une vision négative du régime algérien, ne seront pas les bienvenus. Il y aura quelques médias arabes, il y aura quelques médias africains, surtout les agences de presse, et pas plus. Le régime algérien veut contrôler, veut étouffer tout discours critique à son encontre. Et c'est pour cette raison qu'ils ont expulsé Farid El-Iled. On dit à lui, Farid, راك سلكت. Bini Zani, Ahmed Rabbi, le can faqolek, tu n'étais pas binational. C'est les services de la présidence savaient que tu n'étais pas binational. Il a eu de la chance parce que la présidence n'est pas suffisamment bien briefée, bien informée, et qu'elle a décidé dans la précipitation et qu'elle réagit de façon épidermique, sans aucune rationalité. Voilà malheureusement les véritables enjeux de l'affaire de Farid El-Iled.